c'est parti. Bonjour. Le Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz bat son plein. Alors moi, je viens d'arriver, mais vous êtes là depuis lundi avec beaucoup de projections. Et avec nous, un des compositeurs français incontournables actuellement, Laurent Pérez Delmar. On peut l'accueillir avec les applaudissements. Merci, bonjour. Et moi, je me présente, Benoît Basirico, je dirige le site cinésique.fr. La musique de film, on va dire, c'est le cœur de mon activité. J'ai pu croiser donc à plusieurs reprises Laurent Pérez Delmar, le voir, les différents films pour lesquels il a travaillé. Il a une année 2019 très, très riche, avec plusieurs films, dont plusieurs présentés au festival cette année, notamment Les Éblouis, on va y revenir. On va faire un peu un parcours chronologique, donc on terminera avec cette année, et on va commencer par les débuts, et à la fois parler des enjeux du travail de musique de film. En quoi ça consiste de faire de la musique d'un film? Il y a des collaborations, on parlera des différentes rencontres que tu as pu faire. Et également, quelque chose qui te préoccupe dans ta composition de musique de film, c'est également le choix des instruments. Évidemment, on ne compose pas une musique de film de la même manière avec un piano ou avec une guitare ou un saxophone. Alors pour commencer, quand on est compositeur de musique de film, on est compositeur avant tout, j'imagine. Quel est ton parcours musical avant d'arriver à faire ce travail-là pour l'image? Mes débuts, c'est assez simple. Conservatoire de piano classique, un peu de jazz, de l'écriture et de l'harmonie au Conservatoire de Paris. Alors quelle était la première rencontre déterminante pour toi? La première rencontre déterminante, c'était Cyril Gelblat, qui réalisait un court-métrage à l'ESRA, qui s'appelait H. Zingra, un court-métrage avec Macha Merrill, Philippe Naon. Et qui m'a appelé en me disant: j'ai une copine qui m'a dit que tu faisais de la musique, je connais personne, il me faut de la musique pour mon film. Et en fait, on s'est rencontrés sur ce film. Ensuite, j'ai fait son deuxième court-métrage. Et puis après, j'ai mis un peu de musique dans ces longs-métrages, et notamment sur Selfie, qui sort en janvier, qui est un film à sketch dont il a réalisé un des films, et sur lequel j'ai travaillé en fait sur l'ensemble du film, dont celui de Cyril. Alors dans ton parcours, tu as rencontré le cinéma d'animation, tu as fait beaucoup de films d'animation. Est-ce que c'était un travail particulier pour toi en tant que compositeur de musique de film, un film d'animation par rapport à des images réelles? Est-ce que le travail est différent? Le travail est un tout petit peu différent à plusieurs égards. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de musique dans les films d'animation. On peut pousser vraiment les curseurs de l'émotion quand même beaucoup plus loin, parce qu'on est la plupart du temps dans des mondes assez oniriques. Donc on peut se permettre d'être vraiment des musiques beaucoup plus amples. Alors que souvent, comme disent les gens de l'animation, dans les films de viande, qui sont les films de prise de vue réelle, on a beaucoup plus à préserver les dialogues. On passe par de l'underscore, qui est en fait une musique un peu texturale et qui souligne simplement des choses, même si la plupart du temps, on essaie quand même de faire de la musique qui puisse tenir toute seule et s'écouter en dehors des films. C'est quand même un objectif que j'essaie de respecter le plus possible, c'est de pouvoir écouter la musique en dehors des films. Parce que moi, les souvenirs que j'ai, c'est vraiment en sortant des films quand j'étais plus jeune, de réécouter la BO et de repenser au film. Et quand on veut réécouter la BO et repenser au film, il faut qu'on ait quelque chose à écouter. Et quand ce sont que des textures ou du sound design, c'est plus compliqué. Alors le cinéma d'animation t'a valu de belles rencontres et de belles ascensions. Il y a eu donc Zarafa qui marquait ta collaboration avec Rémi Besançon. Il y a eu Jamel Debbouze pour Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Et puis enfin à l'international, tu as travaillé pour les studios Ghibli pour La Tortue Rouge. Tout d'abord Zarafa, collaboration avec Rémi Besançon, qui a la particularité de ne pas provenir de l'animation. Oui, c'était une des choses très malines de la boîte de production Primalina Production, c'était d'associer un animateur avec un réalisateur de prise de vue réelle. Ce qui donne, je trouve, à ce film, ça s'est fait maintenant plusieurs fois depuis, mais je crois que c'était une des premières fois, qui donne à ce film vraiment une ambiance particulière pour un film d'animation très réaliste. Alors pour un film d'animation où le personnage principal est une girafe, est-ce que musicalement c'est inspirant, la girafe? En fait, ce qui m'inspire, moi, c'est l'histoire. Après, il y a des comédiens aussi qui peuvent nous inspirer. Mais l'histoire, l'arc narratif, les paysages, tout ça, c'est très inspirant. Et pour Zarafa, c'est le fait que ça se passe d'abord en Afrique, puis en France. Ça permettait quand même d'imaginer déjà très vite l'évolution de la couleur de la musique. Et le contexte géographique a inspiré une musique plutôt orientale. C'est comme ça que tu choisis tes instruments, c'est pour correspondre finalement avec l'histoire. Oui, alors c'est pas systématique, mais dans ce cas, ça me paraissait évident qu'il fallait faire ça. Donc j'avais quand même envie d'avoir une base orchestrale, puisque j'ai pensé à des références comme Laurence d'Arabie, Maurice Jarre, qui est quelqu'un que j'admire au plus haut point. Et en même temps, il fallait qu'on ait cette connotation
un peu ethnique. Donc effectivement, je crois qu'on va montrer quelques images, mais j'ai acheté une kora, qui est une guitare énorme africaine. J'ai acheté plein de percussions, plein de choses. On va peut-être vous montrer un petit bout Bon, on peut de ça. commencer déjà pour l'aspect orientalisant de ta partition. Tu parlais comme référence Laurence d'Arabie. Oui, On peut le c'est découvrir un petit clin d'œil, effectivement. On peut le découvrir dans Mauricio. cet extrait. Lâche ton arme ou je te tue. Maintenant, va-t'en avant que je ne change Si on d'avis. peut baisser un peu la lumière. Un jour viendra où nos chemins se recroiseront. Je ne te le souhaite pas, esclavagiste. Qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi avant qu'il ne te retrouve. Tu l'emmènes où? Rentre chez toi, je te dis. Tu l'emmènes où? Venez. Yalla, où? Je vais la ramener. Je te le promets. Je te le promets. Je veillerai sur elle, je ferai tout pour la ramener. Voilà pour l'extrait de Zarafa, où justement l'ampleur du désert, on peut applaudir en effet. Belle partition qui donc correspond à cette géographie. Alors avant d'aborder la question de l'instrumentation, du travail avec les interprètes, toi quand tu collabores, quand tu composes, t'écris ta partition, est-ce que tu es en amont pour ces films d'animation? Est-ce que par exemple ça se fait dès le scénario? Ça dépend des films. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on n'est pas du tout connu, on arrive la plupart du temps à la toute fin parce qu'ils ont déjà essayé d'autres musiciens et que ça convient pas, et puis qu'on finit par vous appeler. Donc ça, c'était vraiment le cas au début, un peu moins. Plus le temps passe, heureusement, et moins c'est de moins en moins le cas. Donc non, moi j'aime bien voir des images quand même pour écrire de la musique. On écrit de la musique de film, mais c'est vrai que certains réalisateurs ont besoin d'avoir de la musique avant de tourner. Sur Zarafa, par exemple, il y avait un sirtaki. Donc il voulait avoir la musique avant d'animer, et j'ai filmé mes mains quand je jouais du bouzouki pour qu'ils puissent reproduire les mains des gens qui jouent à l'écran. Donc il y a des cas quand même particuliers où il faut de la musique avant, mais c'est vrai que moi j'aime bien travailler sur même si c'est un premier montage qui dure 4 heures et qui n'est pas du tout définitif, c'est quand même assez agréable d'avoir l'image du film. Souvent quand on écrit de la musique avant, on est quand même obligé de réécrire pas mal, parce que le scénario peut donner une centaine de films différents. Donc on peut se tromper sur le mood, on peut se tromper sur la couleur de la musique. Donc c'est vrai que d'avoir des images d'emblée, j'aime bien. Et l'animation, on dit que le temps est toujours plus long, avec des étapes d'animatique. Et il y a ces étapes-là. Alors, ta musique évolue beaucoup. Est-ce qu'il y a l'étape de maquette avant de faire interpréter, justement? Il y a toujours une étape de maquette. Les réalisateurs, avant, il y a 30 ans, les grandes collaborations comme Spielberg, John Williams, se mettait au piano et il lui disait voilà, le thème de E.T. ça va être ça, il lui jouait ça au piano, ça va être joué par les violons. Et il y a des réalisateurs qui, enfin de toute façon il n'y avait pas le choix, la technologie n'existait pas pour pouvoir réaliser des maquettes suffisamment précises, et donc on donnait une idée de ce que ça pouvait être au piano, puis on arrivait à l'enregistrement, grand orchestre, et puis c'était là que le réalisateur prenait toute la mesure de la musique du film. Moi, j'ai travaillé avec des réalisateurs avec qui il a fallu que je fasse des maquettes assez précises. Jamel Debbouze, par exemple, qui a une culture hip-hop, qui a une culture, il a une grande culture musicale, mais
il n'aurait pas pu se projeter dans une partition ou du piano. J'ai fait des maquettes assez précises. On a des sons aujourd'hui d'orchestre qui permettent de reproduire assez fidèlement ce que va donner la musique. Et donc c'est un gros travail, mais à nous, ça nous permet aussi de... En plus, moi j'ai un côté un peu geek, donc j'aime bien réaliser des maquettes très précises. Ça nous donne vraiment un sentiment de ce que va donner la musique. Et après, quand on enregistre, c'est toujours au-delà de nos espérances, parce que ça prend vie, ça respire, c'est un orchestre avec plein de musiciens, souvent, et c'est vraiment bien. Et est-ce que justement la maquette très précise, parfois il y a certains musiciens qui ne veulent pas qu'elle soit si précise que cela, parce que les producteurs et réalisateurs disent s'y habituent et trouvent qu'ensuite l'orchestre sonne moins bien. Bah, typiquement sur Zarafa, ils étaient tellement habitués aux maquettes qu'ils voulaient garder les maquettes. C'est intéressant parce qu'il y a le langage avec un réalisateur qui ne connaît pas forcément la musique. Et donc parfois le réalisateur peut dire « Ah moi je veux pas de trompette » et toi tu réponds « Ah bah non, c'est pas une trompette, c'est une clarinette ». Il y a des choses comme ça, un langage commun à définir finalement avec un réalisateur qui ne connaît pas la musique. Oui, oui, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une pratique qui est assez fréquente, qui est le theme tracking, où des réalisateurs mettent des musiques d'autres films sur leur montage pour vous donner une idée de ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur film. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un bon moyen pour les réalisateurs qui n'ont pas les mots de donner le sentiment qu'ils veulent obtenir avec la musique aux compositeurs. Donc c'est vrai qu'après, quand ils s'y habituent trop, que ça dure trop longtemps, ils ont du mal à s'en détacher, et on entend dans des films les theme tracking qu'ils ont dû mettre pour obtenir ces musiques-là. Mais quand on les laisse pas longtemps, juste pour discuter avec le réalisateur, je trouve que c'est une méthode, enfin en tout cas pour les réalisateurs qui ne connaissent pas la musique, c'est une méthode qui est assez efficace, on gagne du temps. Il y a le risque de l'imitation, mais donc c'est une référence qui donne une indication, et il faut savoir très vite l'oublier finalement. C'est exactement ça, c'est juste saisir l'émotion que ça nous procure, et après on ne l'écoute plus jamais. On laisse passer un peu de temps et on écrit de la musique qui correspond à ce sentiment. Dans le cinéma d'animation, très souvent, il y a un peu les clichés de la musique très synchronisée. On parle de Mickey Mousing, où la musique vraiment souligne tous les mouvements d'un personnage. Est-ce que toi, tu es plutôt adepte de ce procédé ? Bah, ça dépend, hein. Si on me le demande, oui. Dans des films d'animation, on a besoin de le faire de temps en temps sur des séquences d'action. Mais sinon, la plupart du temps, j'essaie quand même d'éviter ça. J'essaie d'écrire une musique qui va dégager une ambiance générale, mais qui ne va pas forcément être... mais il y a un sens de la comédie aussi dans le Mickey Mousing, donc ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Alors regardons un petit extrait de Making of que tu m'as fourni sur le travail avec les instruments et les interprètes sur Zarafa. J'ai une pièce chez moi qui est dédiée à la musique, un bureau. Et j'ai acheté plein d'instruments ethniques que j'ai appris à apprivoiser, à dompter entre guillemets, et puis pour apprendre à composer pour eux. Tout ce qui n'est pas orchestre, tout ce qui est instrument ethnique, et il y en a beaucoup dans le film, tout ça je l'ai enregistré dans mon studio, et une fois que j'avais toute cette trame ethnique, on a enregistré l'orchestre ensuite par-dessus. Après, des choses que j'ai pas pu faire moi, l'orgue de Barbarie par exemple, il y a des samples d'orgue de Barbarie, mais moi je voulais enregistrer un vrai orgue de Barbarie. C'était assez compliqué d'ailleurs, parce que l'orgue de Barbarie c'est une bête un peu capricieuse, donc on a eu besoin de pas mal de coups d'essai pour arriver à être sur le clic, toujours avec l'arrière-pensée de l'orchestre qui allait jouer ensuite la même partition et que j'allais pouvoir superposer les deux. Voilà pour ce reportage. Alors on va continuer sur l'animation avec Jamel Debbouze, belle rencontre. Alors aujourd'hui, on ne serait pas étonné avec ton parcours de cette collaboration, mais à l'époque, tu étais encore un jeune compositeur qui avait fait quelques films d'animation avant. Comment s'est passée cette collaboration ? Est-ce qu'il y avait un casting de compositeurs ou il a pensé à toi tout de suite ? Non, il n'a pas du tout pensé à moi tout de suite parce qu'il ne savait pas du tout qui j'étais. Donc non, il y a eu un casting. Ils ont... Comme souvent, on doit faire des castings. Donc il y avait une dizaine de compositeurs. Et puis après, on s'est retrouvés à 2. Et puis après, on s'est tous rencontrés. Et puis j'ai finalement été choisi. J'ai mis en musique la séquence d'ouverture du film. Et il m'a choisi. Puis après, il a appris que j'avais écrit la musique de Zarafa, qu'il avait adoré. Donc ça a facilité les choses. Voilà. Oui, donc Zarafa a pu également être une bonne démo quelque part. Oui, et puis Loulou l'incroyable secret qui avait gagné le César du meilleur film d'animation l'année d'avant. Ça l'a vachement, ça l'a conforté aussi dans le fait que, parce que je crois qu'il a présenté la cérémonie à laquelle Zarafa avait gagné cette récompense. Il est passionné de musique et il avait super envie d'être là tout le temps. Il est venu à l'enregistrement. Il y a des réalisateurs qui ne se déplacent pas pour l'enregistrement. Là, on enregistre à Abbey Road, qui est le studio un peu mythique des Beatles, et des musiques de Star Wars et tout ça. Et c'était sympa de le voir comme ça. Donc non, il était très présent. On a fait, je sais pas, on se voyait une fois par semaine pendant 5 ou 6 mois.
Parfois, on peut penser qu'un compositeur de musique de film, il adore un réalisateur qui lui donne carte blanche, où il a toute liberté, mais un réalisateur très interventionniste, comme ça, c'est pas déplaisant non plus. Mais il n'était pas interventionniste. Il donnait son avis, mais il a jamais jeté complètement une musique en disant c'est pas du tout ce que je veux. Il y a des réalisateurs comme ça qui ont l'intelligence de respecter le talent des gens avec qui ils travaillent. Je pense à Scorsese, je pense à des gens comme ça qui s'entourent d'un talent, de plusieurs talents, et une fois qu'ils font confiance à ces talents, ils leur font vraiment confiance. Et Jamel, ça a été un peu ça, et c'était vachement agréable. On a vraiment beaucoup rigolé en plus, donc c'était sympa. Regardons l'ouverture du film Pourquoi j'ai mangé mon père, et on va entendre dans ce morceau d'ouverture un instrument particulier qu'on possède tous ici. Voilà, alors évidemment l'instrument c'est la voix humaine qui n'est pas employée comme un chant avec des paroles. La voix humaine est un instrument. Comment est venue l'idée ? L'idée, c'est que je me suis demandé ce qu'ils avaient à l'époque pour faire de la musique, pour mélanger ça avec l'orchestre, et je me suis dit des bouts de bois, des os et la voix. Et donc je me suis dit ce serait intéressant que toute la rythmique soit fabriquée avec de la voix. Et donc très naturellement, je me suis dirigé vers le beatbox. Et donc quand j'ai dit à mon agent que je voulais un beatboxer, il m'a dit oui, mais qui tu veux avoir ? Et je lui ai dit on va sur YouTube, on prend le type qui a le plus de vues. Et donc on a pris un type qui avait 40 millions de vues, qui s'appelle Eclipse. Et je l'ai appelé et il m'a dit qu'il était super partant. Donc on s'est rencontrés, ça s'est fait assez simplement. Si ce n'est que ils ont l'habitude de, quand ils beatbox, ils veulent pas qu'on entende leur respiration, ils veulent juste qu'on entende les grosses caisses et les caisses claires, donc vraiment les sons de batterie. Et que moi, je voulais un beatbox un peu simien, enfin des hommes d'antan. Et donc, je voulais qu'on entende les respirations à l'envers de tout ce qu'il avait fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été, c'était une partie du travail qui était la plus compliquée. Mais au final, on s'est régalé. On peut peut-être un extrait ou pas ? On va regarder un extrait avec ce travail avec ce beatboxer. Comment t'es arrivé sur ce projet ? Eclipse, aka IPS. J'ai travaillé donc avec Laurent Pérez pour faire plein de petites beatbox, d'instruments vocaux, mais comme si j'étais un singe en fait, comme si j'étais un primate. Le beatbox c'est ma spécialité, après faire des bruits de singe, c'est pas spécialement ma spécialité, mais bon, c'est mon signe chinois donc ça va. Je me suis demandé ce qu'ils avaient à l'époque pour faire de la musique. Donc ils avaient la voix, ils avaient le bois, ils avaient les os. Et donc je suis parti de ça. Je suis allé récupérer des sons de bois dans la forêt que j'ai enregistré, que j'ai mis sur mes claviers pour en faire des rythmiques. J'ai également fabriqué un instrument à base de gros os. Et donc j'ai mélangé cet instrument avec les grosses poutres que je lâchais par terre sur le sol dans la forêt pour faire des sons très graves. Et tout ça mélangé avec une partie orchestrale et des chœurs un peu animaux, mélangés à des chœurs gospel. Enfin voilà, j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose d'assez universel. Je peux réécouter une dernière fois le thème du film. Et voilà, avec en bonus la voix de Jamel. Donc beau travail sur le choix des instruments, l'instrumentation, etc. Mais évidemment, il y a l'écriture en elle-même. Et on peut dire aussi que tu es un mélodiste, tu écris des thèmes. Et sur le film de Jamel, il y a vraiment plusieurs thèmes associés à des personnages. Quel regard tu as sur cette écriture mélodique dans ta partition ? Moi, j'estime que pour moi, c'est primordial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musiques de films qui sont très texturales, qui sont comme du sound design, etc. Moi, j'ai toujours envie d'écrire des thèmes. J'ai envie que quand on sorte de la salle, peut-être, avec un peu de chance, on se rappelle d'une musique, d'une mélodie. Donc je pars vraiment, c'est la base de mon travail, soit pour un personnage, soit pour plusieurs, mais je pars toujours d'un thème. Il y a aussi l'emplacement de la musique, qui est quelque chose d'important, qui relève parfois du travail du compositeur. Par exemple, avec Jamel, est-ce que c'est lui qui savait précisément à quel endroit allait intervenir la musique, ou toi, tu as proposé ?
Non, ça c'est une discussion. On regarde le film ensemble, on se dit là il en faut, là il en faut pas. Parfois on en met, puis quand on regarde le film dans la longueur, on trouve que ça fait trop, on la retire. Et puis parfois, des endroits auxquels on n'avait pas pensé, on en rajoute. C'est des projections de montage qui nous donnent vraiment la clé des endroits où il en faut et des endroits où il n'en faut pas. Et la qualité d'une musique de film n'est pas forcément sa quantité. Alors, dans le film de Jamel, il y a les deux, qualité et quantité, mais Merci. dans La Tortue Rouge, par exemple, il y a beaucoup de séquences sans musique, mais malgré tout, c'est un de tes films où la musique s'est fait le plus remarquer, malgré son peu de présence, parce qu'il y a la pertinence, finalement, du choix de l'emplacement. Et il y a beaucoup de musique mixée très très bas. Ce que j'ai voulu faire sur La Tortue Rouge, et c'est ce qui t'a donné cette impression, et je suis ravi que tu aies eu l'impression qu'il n'y ait pas beaucoup de musique, parce que pour moi, c'est aussi le signe d'une musique réussie. C'est que j'ai voulu, sur les 15 premières minutes du film, il y a très peu de musique, parce que je voulais qu'on prenne conscience de la brutalité de la nature, et qu'on se sente seul sur cette île. Et la musique, ensuite, arrive, et elle a un arc comme ça, narratif, qui fait qu'on a un climax à un certain moment du film, et puis après, ça redescend, puis ça remonte. Donc ça, c'est très conscient, c'est un travail qu'on a fait avec le réalisateur. Et donc, je me suis dit, il y a un truc à faire au niveau de la temporalité, il y a quelque chose à construire, et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Très bien. Et c'est vrai qu'il y a le jeu sur les sons. C'est un film sans dialogue. Et donc peut-être mon impression, c'était que la musique intervient sur le tard et pas de dialogue. Donc il y a une impression de silence. Mais du coup, on est vraiment dans l'immersion avec les personnages. Est-ce que justement, musicalement, tu as essayé d'être au plus près de ce que vivait la tortue, notamment le travail avec l'eau? Oui. Alors le travail avec l'eau, ça s'est fait par des choix de sons, etc. L'intégration de la musique dans l'île, ça s'est fait avec des bambous. Et donc, j'ai pris des morceaux de bambou que j'ai coupés à différentes longueurs pour avoir différentes notes. Et il y en a que j'ai frotté aussi. Et donc, toutes les percussions de la musique du film sont faites avec des bambous. Et comme il y a beaucoup de bambous sur l'île, pour moi, ça a été vraiment un outil pour intégrer la musique dans le film. Et sinon, les thématiques, si vous voulez, je peux vous expliquer rapidement comment j'ai fonctionné pour les thèmes, si ça vous intéresse. Parce que en fait, pour ce genre de petite conférence, j'ai demandé à la violoncelliste qui interprète le thème du film de revenir chez moi et je l'accompagne juste au piano pour vous expliquer en fait le thème. C'est pas vous spoiler que de vous dire ça parce qu'ils sont tous les trois sur l'affiche, mais le thème de l'homme, le thème de la femme et le thème de l'enfant. Et pour le thème de l'homme et le thème de la femme, j'ai construit deux thèmes sur la même base harmonique, c'est-à-dire qu'en musique, vous avez la mélodie, qui est ce qu'on peut chanter, et puis vous avez l'harmonie, qui sont les accords en dessous et qui supportent la mélodie. Et donc, cette mélodie, j'ai écrit deux mélodies qui pouvaient être jouées ensemble pour qu'au moment où l'homme et la femme se rencontrent dans une séquence, une très belle séquence d'amour, au moment où ils se rencontrent, les deux thèmes sont joués en même temps pour la première fois. Donc je vais vous montrer ces petites séquences. D'abord pour le thème de l'homme, donc on va écouter Sarah jouer ce thème. Comme le film, vous allez voir des images ensuite, c'est une ligne claire. Le propos est très simple, c'est une allégorie de la vie, je dis pour les gens qui ne l'ont pas vu. J'ai voulu quelque chose de très simple et très épuré, pour le thème de l'homme en tout cas. Donc, est-ce qu'on peut écouter s'il te plaît, Benoît ? D'abord, donc, on va juste écouter avec l'image de la musicienne et on va découvrir dans la suite les deux thèmes en images. Exactement. Voilà, donc ça c'est le thème de l'homme, donc c'est une ligne mélodique très simple. À un moment donné dans l'histoire, une femme arrive et la femme, vraiment, au moment où elle arrive, l'homme est totalement dominé. C'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas, il y a une féminité très forte qui s'empare du récit et elle prend beaucoup de décisions et l'homme est presque infantilisé par moments. Et donc je me suis dit, pour le thème de la femme, j'ai envie d'écrire quelque chose d'un tout petit peu plus rythmé. Alors vous allez voir, c'est pas non plus les 4 saisons de Vivaldi, mais c'est un peu plus rythmé, un peu plus volontaire. Donc on va écouter ce thème et ensuite on écoutera sur la séquence du film les deux.
strictement les mêmes accords au piano avec 2 mélodies différentes. Et maintenant, je vais vous faire écouter donc l'extrait du film où on a le violoncelle et une voix lyrique, en fait, puisqu'il n'y a qu'un violoncelle soliste dans ce film, et la voix lyrique qui se mélange et qui joue les deux thèmes en même temps au moment où l'homme et la femme vraiment se rejoignent dans le ciel. Je vais vous dire à quel moment c'est, puis vous me direz si vous avez senti comment ça se mélange. Et ici, les deux se mélangent à cet endroit-là. Voilà, vous avez senti ? Et à quel moment ça arrive ? Magnifique. Alors, on va parler dans un instant, et oui, on peut applaudir son travail. Merci. On va aborder très vite 2019 avec cette riche actualité, mais avant cela, évoquons quand même brièvement d'autres aspects de ton travail, puisque sinon on penserait qu'il se résume au film d'animation. Pour l'instant, on n'a vu que des films d'animation, mais je vais enchaîner 2 extraits qu'on va commenter. Tu vas parler de ce travail-là. Un extrait de Maintenant ou jamais et un extrait de Mon garçon, qui sont 2 films à dimension plutôt thriller, avec des musiques d'une toute autre nature. Donc on va commencer avec Maintenant ou jamais. Je pense qu'on voit rien. C'est Léo, ça. Il est tard, chérie. Si je dors. Elle est tard, mon cœur. Fond. La vache, elle est immense. Eh, les enfants, attendez-nous. C'est quoi là? Attendez-nous, bah, c'est le garage. On fait la course, stop. On est dans la maison. C'est moi qui va finir le... Voilà, donc on ne voyait pas grand-chose à l'image, mais en tout cas, à l'oreille, on entend un piano, une clarinette. Donc là encore, tu aurais pu te contenter, comme ça se fait très très souvent, de musique illustrative, des nappes, des textures. Mais malgré tout, alors que la séquence ne l'exigeait pas particulièrement, tu as quand même voulu faire un choix d'instrument fort comme la clarinette. Alors c'est le thème du film. Est-ce que je peux te reprendre un tout petit peu, excuse-moi, parce qu'il y a une petite inexactitude. Oui, oui. Le réalisateur voulait absolument un saxophone dans la musique du film. Et donc j'ai choisi de prendre un saxophone et de le faire jouer dans une tessiture de clarinette parce que moi je n'imaginais pas en fait un son de saxophone et on est tombé d'accord en fait sur cette texture qui évoquait quand même la respiration, le souffle, etc. Et c'est le moyen, le terrain d'entente qu'on a trouvé tous les deux pour avoir à la fois un saxophone et à la fois un son qui me convienne. Mais c'est intéressant, parce que du coup, j'ai eu l'impression que c'est une clarinette, parce que très souvent, on peut détourner les instruments de leur fonction première. Le piano, on peut aussi faire quelque chose d'un piano préparé, et du coup, il aura tout un autre son. Tu fais ça très très souvent, j'ai l'impression, de détourner les instruments. Oui, bah oui. Bah, je m'amuse, quoi. Tu vois, j'ai un studio avec plein de trucs. Et donc, je fais des expériences parce que j'ai pas forcément envie d'écrire de la musique et en tout cas qu'on l'entende comme quelque chose qu'on a déjà entendu souvent. Et Mon garçon, donc, avec également une musique qu'on peut qualifier de climatique. On vous demandera juste d'être disponible. On vous contactera dès qu'on aura du nouveau.
Voilà, une musique qui a une fonction climatique, mais qui n'est pas accessoire, parce que sans cette musique, on n'aurait pas justement cette tension, cette dimension thriller. Pourtant, je crois que c'est toi qui as imposé cette musique au réalisateur, puisqu'au départ, il ne l'envisageait pas. C'est bien cela ? En fait, c'est pas vraiment lui, c'est la production. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit Christian Carion a envie de travailler avec toi. Il ne veut une musique que pour le générique de début et le générique de fin. Et moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est d'une âpreté assez incroyable. Et donc, j'ai quand même proposé de la musique sur le reste du film au réalisateur, parce que je pensais que c'était important. Enfin, pour moi, elle apportait vraiment quelque chose. Et il m'a dit après qu'il considérait vraiment que la musique tendait énormément le film. Et donc, pour moi, c'était une réussite, parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et quand au départ un producteur ne voulait pas de musique, finalement quand ensuite tu composes quelque chose, l'idée est d'essayer de ne pas trop prendre le dessus finalement. Oui, alors après il y a des séquences de ce film qui sont avec une musique très 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 évidente, séquences de torture mais après parce qu'on s'est pris au jeu avec Christian. Et à l'inverse, est-ce que ça t'est arrivé qu'un réalisateur ou un producteur voulait une musique et toi tu t'es dit là il n'y a pas la nécessité? Ça m'est arrivé de proposer des choses, mais en général quand je les propose, je suis pas archi convaincu, et quand on me dit qu'il en faut pas, j'en conviens assez facilement. Ouais. Moi, je suis pas du genre à vouloir mettre de la musique sur tout le film. Même sur un film américain que j'ai fait qui s'appelle Liquid Giants, où au départ le theme tracking couvrait, c'était ce qu'on appelle un wall-to-wall, ça couvrait l'ensemble du film. Et sur ce film, moi, j'ai retiré en fait des morceaux de musique parce que je trouvais que c'était plus pertinent. Et il faut savoir que le compositeur de musique de film finalement fait une musique pour le bien, au service du film. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut toujours penser à ça. Ouais. On se fait pas plaisir, sinon on fait des concerts, on fait de la musique de concert. Alors 2019, riche actualité, qui a commencé avec les retrouvailles avec Rémi Besançon. On avait commencé cette rencontre avec Zarafa. Mais là, du coup, ce qui est intéressant avec les retrouvailles avec Rémi Besançon, c'est que là, c'est pas un film d'animation. Le mystère d'Henri Pic avec Fabrice Lucchini, Camille Cotin, Alice Isaz. Peux-tu nous expliquer les choix instrumentaux, où là encore, tu t'es amusé au niveau des choix d'instruments? Oui, comme à chaque fois, j'ai essayé de trouver un truc un peu original. Donc, je me suis dit, alors là, c'est très premier degré, mais bon, il faut savoir l'être aussi. C'est l'histoire d'une arnaque littéraire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec un Fabrice Lucchini qui est un critique littéraire et qui présente des émissions de littérature à la télévision, et qui réalise qu'en fait, ce bouquin n'a pas pu être écrit par le prétendu auteur, et qui va essayer de trouver le vrai auteur. Et donc, je me suis dit, je vais faire toutes les rythmiques avec une machine à écrire. Donc, je suis allé sur une brocante, j'ai acheté une vieille machine à écrire, et j'ai écrit toutes les rythmiques que j'ai superposées à de l'orchestre. Et puis après, comme je voulais un son un peu tendu, j'ai mis face à face, dans un grand studio, un sextet à cordes et une trentaine d'autres cordes d'orchestre. Et j'ai fait les prises en même temps. Mais au final, ça donne un son un peu spécial à cette musique. Voilà, c'était un peu l'objectif aussi. On peut découvrir l'ouverture du film. Le bonheur était si proche, si possible. Vous entendez la machine ou pas ?
Le mystère Henri Pic, donc. Et là, on voit tout l'enjeu. Et oui, Merci. magnifique. Et on entend tout l'enjeu d'une ouverture de film. On rentre vraiment avec à la fois du rythme et puis surtout le thème qui est déjà là. Oui, qui est comme ça en filigrane pendant tout le film. Un film sur l'imposture. Alors tu parlais des Invisibles, autre genre, autre contexte, un contexte social fort où on est près vraiment des personnages. Alors les Invisibles, c'était pas évident finalement pour un compositeur, un peu comme d'ailleurs le documentaire, de faire de la musique pour un film aussi réaliste. D'ailleurs les frères Dardenne ont réglé depuis longtemps la question, ils collaborent pas avec un compositeur. Mais malgré tout, tu interviens dans ce film. Quelles ont été donc les discussions par rapport au sujet ? Les discussions, c'était qu'il fallait absolument pas tomber dans le pathos. Et c'est pour ça que j'ai choisi on a choisi avec le réalisateur, la production, d'écrire une chanson qui soit qui soit plutôt gaie en fait, même si le début on se demande un petit peu, ça reste assez positif sur le refrain. Et donc on a le sentiment de pas du tout tomber dans le pathos. Ouais, donc tu retrouvais d'ailleurs le réalisateur, Louis-Julien Petit, puisque tu avais fait pour Arte, je crois, Carole Mathieu. Oui, avec Isabelle Adjani. Et puis on va faire le prochain aussi. On a une collaboration qui est hyper agréable. Rémi Besançon, Louis-Julien Petit. Tu retrouves comme ça des réalisateurs sur plusieurs films. Ça facilite la discussion ou alors à chaque fois, c'est quand même repartir de zéro ? Non, à chaque fois, c'est une page blanche parce que les films sont assez différents. Entre Zarafa et le mystère Henri Pic, il n'y a vraiment rien. Et Louis-Julien Petit, entre Carole Mathieu et Les Invisibles, c'est vraiment pas du tout le même genre de film. Donc non, on est vraiment parti et c'est ce qui m'intéresse parce que sinon on se répète et ça m'intéresse pas. Et est-ce qu'à la fin de Carole Mathieu, il te parlait déjà du prochain ou pas vraiment ? Non, on savait qu'on avait adoré travailler ensemble, mais il m'avait dit qu'il préparait un film, mais j'en savais pas plus que ça. Parce que les complicités comme ça, des tandems, c'est que le réalisateur peut filer le scénario comme ça en disant... parce que le compositeur, parfois, est le premier lecteur et les retours sont importants. Ça arrive. Il est en train de l'écrire, c'est tout ce que je sais. Et toi, quand tu lis un scénario, qu'est-ce que ça t'évoque en tant que musicien, les mots ? En fait, les mots, c'est vraiment l'histoire. Parfois, j'ai des idées qu'il faut absolument que j'écrive, donc j'écris tout et puis je garde ça dans un coin jusqu'à la première discussion avec le réalisateur. Mais ce qui me donne le plus d'indications, c'est quand même d'aller boire des coups avec le réalisateur et qu'il me parle de lui, qu'il me dise ce qu'il aime. Tous les réalisateurs mettent un peu d'eux dans leurs films. Et il y a des réalisateurs qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Donc il faut, au début, il y a des gens avec qui il faut chercher. Sophie Marceau, par exemple, je me suis mis au piano et j'ai joué du piano. Et à un moment, elle m'a dit « Ah, c'est ça !» Et en fait, c'est le thème qu'on a gardé pour le film. C'est quelque chose qui était improvisé au départ. Et voilà, on est allé déjeuner, on s'est fait écouter des trucs. Et puis au final, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on s'était fait écouter. C'était autre chose. Voilà. Très bien. Alors, autre film de 2019 qui sort bientôt, Les Éblouis de Sarah Zucco, un premier film puisqu'elle était connue en tant que comédienne, une première réalisation qui sort le 20 novembre prochain, qui sera présenté au festival avec Camille Cotin, Jean-Pierre Daroussin, Eric Caravaca et la superbe Céleste Brunkel, super parce qu'elle a le rôle principal et elle porte vraiment son personnage. Donc une découverte puisque c'est son premier rôle. Et pour un compositeur, c'est un sujet assez fort. C'est une famille qui se fait enrôler dans une communauté religieuse et cette jeune femme, personnage principal, est un peu la plus clairvoyante de la famille et va lutter pour s'extraire de cette communauté et de vivre son adolescence. Du coup, quelles ont été les discussions avec le réalisateur, la réalisatrice, là-dessus ? Les discussions ont été... elle était très très concernée, Sarah, parce que c'est son histoire. Elle a passé 10 ans dans une secte religieuse avec ses parents, et donc ce que vous verrez, je vous souhaite vraiment de voir ce film que je trouve vraiment assez incroyable. Les discussions, c'était... elle voulait quelque chose de très particulier, donc on est allé chercher vraiment de l'originalité. Alors moi, à une époque, j'ai voulu me procurer un instrument qui s'appelle le hang, qui est une espèce de, pour ceux qui ne connaissent pas, une espèce de soucoupe métallique comme ça avec des creux à l'intérieur, et vous tapez dessus et ça fait un son un peu comme ça. Ça m'a donné, je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné envie de mettre cet instrument dans le film. Donc c'était la première fois que j'écrivais pour le hang, que j'ai mélangé à de l'orchestre. Donc ça, c'est pour l'originalité du son du film. Et puis comme vous allez le voir sur cette séquence, il y a des respirations, il y a un piano... sur le violoncelle est sur différents plans. Enfin voilà, il y a des synthés, on a mélangé avec des vieux synthés analogiques pour avoir un son comme ça très particulier. Et les discussions, c'était essentiellement autour de ça, voilà, de surprenant. L'idée de la réalisatrice était de ne pas surligner ce qu'il y a déjà à l'image, j'ai lu ça.
Oui, mais ça c'est un principe qu'on utilise beaucoup en musique de film, c'est de surtout pas dire avec la musique ce qu'on voit déjà à l'image. De rajouter comme ça une dimension, soit en collant à la psychologie d'un personnage, soit... Donc oui, effectivement. Ça c'était un des principes aussi, effectivement. Donc je vous invite à aller voir le film, et puis si je retrouve l'extrait d'ici à la fin de la rencontre, on va continuer avec les films de 2019. Il y a Sol et Selfie. Tu veux qu'on commence par lequel ? On peut commencer par Sol, si tu veux. Oui, Sol de Sol Jésabel Marquez. Voilà, qui sera présenté en clôture du festival. Donc en fait, je vous la fais courte, puisque c'est aussi bien de voir ce film, qui est vraiment un très très joli film. C'est l'histoire d'une chanteuse de tango qui va délaisser sa famille, qui va partir pour mener une carrière internationale. Et puis le jour où son fils disparaît, elle va éprouver le besoin de se rapprocher de sa belle-fille et de son petit-fils qu'elle ne connaît pas. Et donc toute la musique du film est basée sur le tango. Il fallait que même la musique, ce qu'on appelle le score, c'est-à-dire la musique du film, pas seulement les musiques qu'on entend dans le film, nous rappelle le tango. Elle ne voulait pas que ce soit un tango argentin typique. Et donc, on a travaillé avec un quatuor à cordes, une chanteuse. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est donc le tango. Tu as également là choisi donc le tango que tu avais déjà exploré pour Madame Mills, le film avec Sophie Marceau. Et pour cette première incursion dans le tango, est-ce que tu t'étais documenté, tu avais écouté beaucoup de tango pour t'en inspirer ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai analysé un peu comme souvent quand je me choisis un style de musique, j'écoute le maximum de ce qui a pu se faire de mieux pour essayer d'analyser ce qu'ils ont essayé de faire. Donc là, j'ai écouté du tango traditionnel et puis j'ai écouté chaque instrument. Je me suis dit, tiens, ouais, ça c'est marrant, ça c'est bien. Et puis j'ai pris un peu comme ça des éléments de jouage pour essayer d'obtenir ce que je pouvais faire de mieux avec. On va pouvoir donc regarder un extrait des Éblouis et un extrait de Sol. Tout d'abord, les Éblouis. Pour les Éblouis, alors c'est l'ouverture du film. Il y a à la fois cette douceur, ce lyrisme, qui est à la fois le spectacle de la jeune fille, qui n'annonce en rien ce qui va se passer. Et en même temps, là, j'avais pas remarqué la première fois, mais là, on entend comme des fouets. On entend une dureté, malgré tout, qui presque fait présager de ce qui va se passer. Ça, c'est quelque chose que t'en as eu conscience au moment de l'écriture. Oui, totalement. Alors, ce sont des bruits de cuir que j'ai fait avec des doudounes en nylon, en fait, parce que je trouvais que dans le micro, ça se rapprochait plus du cuir. Et effectivement, je me suis servi des lanières, en fait, comme si on avait des bruits de lanières, parce qu'elle fait du trapèze, pour ressentir une forme de contention oui, pour tendre un petit peu la musique. C'est tout à fait. Et maintenant, bravo. Un extrait de Sol, et puis préparez vos questions. Donc ça, c'est le tango, hein, voilà. L'un des tangos.
Voilà, ça c'est le thème du film. Et vous pourrez donc en clôture du festival découvrir cette musique avec les images du film. Peut-être un mot sur Selfie, justement. Ouais. Et, ouais. Selfie, donc, Selfie, est une comédie, c'est vraiment une comédie que je vous conseille avec un très très gros... un casting que moi j'aime beaucoup, Blanche Gardin, Manu Payet, Elsa Zilberstein, qui sont en fait 5 petits films de 5 réalisateurs bourrés de talent, Marc Fitoussi, Vianney Lebasque, Thomas Bidguin qui est le scénariste de Jacques Audiard, Cyril Gelblat et Tristan Orouet qui est le co-réalisateur de Gilles Lelouch sur certains films. Et en fait ils ont réussi à faire un film qui a une unité parce que les différents personnages se croisent dans les différents films. Donc on suit comme ça on suit 5 histoires, mais qui ont vraiment plein de points communs. Et donc, je vous raconte juste, si vous avez encore 2 minutes, le défi sur ce film, c'était ce que m'a demandé la production, c'était d'unifier le film avec la musique. Et donc, il fallait que je mette d'accord 5 réalisateurs sur le même thème musical. Et donc, en fait, c'est déjà compliqué de faire aimer un thème à un réalisateur. Et un jour, je me suis donc retrouvé dans un studio avec les 5 réalisateurs assis sur 5 fauteuils, à les regarder et à leur dire il va falloir que tous les 5 vous aimiez cette musique. Et donc ce que j'ai fait, c'est que moi, ce que m'inspire, c'est un film qui est sur les dérives d'Internet, le fait de tous être notés, de tous se scruter via les applications, etc. Et puis, donc moi, ce que ça m'inspire, c'est du stress, et ce que ça m'inspire aussi, c'est de la nostalgie de cette époque où on n'avait pas de téléphone portable, pas d'Internet. Et donc j'ai choisi en fait d'écrire un thème un tout petit peu désuet qui ensuite dans son traitement est plus moderne ou pas selon les films. Et en fait ils ont été séduits par cette idée et ils ont été tous d'accord sur le fait qu'on allait continuer avec ce thème-là. Donc on peut vous le faire écouter. Qu'est-ce que tu as comme extrait? J'ai tout parce que là je suis plus dans la playlist mais dans le disque dur. Qu'est-ce que tu veux de Selfie? T'es trop fort. On peut l'écouter. Est-ce que un moment Dis-moi un mot clé puis j'ai les fichiers là. Ouais. Ouais, mais je me souviens pas de. C'est un making of. Je me rappelle pas comment ça s'appelle à vrai dire. Oui, bah voilà, on va écouter ça là. Bah, j'appuie. Ouais. Voilà. Donc là, vous allez écouter le thème qui est décliné de différentes façons. Je sais pas si c'est des extraits du film ou pas. Voilà, je vais vous expliquer les notes du thème et puis après on va l'écouter sous une autre forme. Voilà, ça c'est le début du thème. La petite mélodie au piano. Voilà, donc ça c'était pour vous faire écouter la petite mélodie. Et maintenant je vais vous le faire écouter décliné sur une séquence où Elsa Zilberstein et Max Boublil se rencontrent. Et ils vont vivre une petite histoire d'amour. Je ne suis pas en train de vous le spoiler parce que je pense que ce sera dans la bande-annonce. Mais comme ça, vous allez écouter cette même mélodie orchestrée différemment pour cette séquence-là. Ah, je veux surtout pas que tu me dises des trucs gentils. Ah ouais? Tu préfères que je te vanne comme sur Internet? Ah, je t'en supplie. Ah non, là, je peux pas. En face, c'est pas pareil. Allez, vas-y. Ah non, non, ça me gêne. Allez, n'aie pas peur. T'as aimé que je te traite de demeurer digital? Ouais, c'est vrai. En vrai? Ouais. J'ai adoré. Ah ouais? Ouais. Non. Ouais. Toi, t'as aimé que je te like? En fait, lui, c'est une star et elle l'a clashé sur Twitter. Elle lui a balancé une grosse tweet. fan, et donc Oh, ils se rencontrent pour la première fois. C'est ce qui m'a le plus excité? Non. C'est que tu pourrisses mon wall. Ah, j'ai adoré salir ton pseudo. Ah putain, ce que j'aimais quand tu me clashais. Ah, j'adore te clasher. Toon? Donc voilà, c'était pour vous faire écouter la même mélodie. Elle joue un personnage très très en retard sur son temps qui comprend rien à l'internet et donc la musique accompagne son personnage dans cette forme de désuétude et c'était assez marrant à faire. Et puis sur d'autres segments, c'était beaucoup plus
le même thème est décliné de manière beaucoup plus moderne. Très bien, très bien. C'est un peu comme une série, en fait. Le compositeur fait tout et les réalisateurs changent. C'est ça. Alors peut-être des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Remarques, questions. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si vous êtes arrivé d'avoir des moments de partition blanche. Ah. Ça ne m'est jamais arrivé pour le moment. Eh bien, tant mieux. Bah, merci. Moi, je voulais savoir sur quel logiciel vous travaillez quand vous faites des maquettes. Je travaille sur Cubase et sur le Vienna Ensemble Pro qui permet de gérer les orchestres. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le jury. Et on a une question là-haut. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez déjà été restreint pour avoir des questions de budget qui auraient pu vous frustrer dans votre créativité, par exemple? Oui, ça arrive assez régulièrement. Certains films, on a très peu d'argent pour les faire, et donc on enregistre moins de musiciens, et on enregistre dans des pays de l'Est pour des raisons de coût, et tout simplement. Là où, en fait, dans les pays de l'Est, on peut réduire les montants par 3 à peu près pour un enregistrement. Donc, quand les contraintes sont... Mais les musiciens sont quand même excellents. La Tortue Rouge, qui pour moi est... parmi ce qui a été le plus porteur pour moi comme partition à l'international, a été enregistré en Macédoine, à Skopje, avec un orchestre avec qui j'ai fait une dizaine de films et avec qui j'aime beaucoup travailler. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez remarqué que justement dans ces pays de l'Est, les musiciens sont peut-être plus accrocheurs, plus volontaires dans le fait de donner une belle musique? Et une seconde aussi question qui se rattache un peu. Quand vous faites cette musique, que vous réalisez cette musique pour les films, est-ce que vous pensez aussi au public que vous allez atteindre? Parce que c'est important de toucher aussi le cœur des individus qui vont aller voir ces films aussi. Parce que c'est vrai que le budget restreint aussi, comme on l'a dit, la créativité, mais c'est important aussi de toucher son public. Merci pour cette double question. Je vais répondre à la deuxième partie en premier, parce que je ne me rappelle pas de la première partie. C'est par rapport au fait de rencontrer des musiciens peut-être plus accrocheurs dans certains pays. Dans les pays de l'Est, ils ont une forme de lyrisme. Donc après, c'est juste une question de direction et puis de savoir ce qu'ils savent faire et d'écrire aussi les partitions, les nuances en fonction de ce qu'ils savent faire. Et pour la deuxième partie de votre question, toucher le public, en fait, moi, dans la mesure où j'essaie toujours d'être hyper sincère et d'essayer d'écrire ce que je peux faire de mieux pour les films, et d'apporter le plus d'émotions possible, j'espère que ça va toucher les gens. Je le mesure en fait au message que je reçois. En fait, des gens qui vont voir des films et qui après font l'effort d'aller sur Google, de taper mon nom, de trouver mon site et de m'envoyer un mail. Donc là, je sais que j'ai réussi à toucher quelques personnes et pour moi, c'est vraiment super important. Mais j'essaye toujours de me donner à fond et d'essayer de faire en sorte que ça marche dans le cœur des gens. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez un dialogue? Est-ce que vous avez un droit de regard sur d'autres partenaires sonores des films, comme par exemple le bruitage ou un choix de musique préenregistrée, de musique connue? Ça dépend des fois, mais moi j'essaye de m'inclure le plus vite possible dans le travail sonore des films. Par exemple, sur La Tortue Rouge, on a énormément échangé avec le monteur son. Et on a accordé la musique, les sons avec la musique, les chants d'oiseaux, les harmoniques du vent, tout ça c'est accordé avec la musique. Et ça c'est une partie du travail moi qui m'intéresse énormément, de pouvoir vraiment mélanger les deux le plus possible sans qu'on arrive à distinguer l'un et l'autre. On l'a fait sur Mon Garçon avec Christian Carian aussi, où on essayait de ne pas distinguer les ambiances, la musique. Ça, c'est vachement intéressant. Pour votre information, La Tortue Rouge sera au programme de collège au cinéma dans tout le département pour les 6e, 5e. Super. Je sais qu'il est au programme du bac aussi pour les options cinéma. Ouais. Bah oui, non, c'est génial.
Tu es dans le jury ici, donc c'est très très rare qu'un festival de cinéma récompense la musique, et donc tu vas en tant que membre du jury également remettre avec le jury un prix musique. Et toi, donc, quel est ton regard sur le travail des autres ou de manière générale sur ton jugement de compositeur sur un film et sa musique? J'essaie d'être très très objectif et j'essaie surtout de ne pas être trop analytique. Et donc j'essaie de ne pas être trop analytique et de pas trop de me laisser porter tout simplement. L'émotion. Ouais, l'émotion, c'est vrai. Voilà. Très bien, l'émotion par la musique, je pense que c'est une belle conclusion de cette conférence. Merci à vous. Merci de votre présence.